Et alors, comme première réaction, on connaît dans ce contexte, va être répondant, privilégié. Je voudrais d'abord remercier le frère Raphaël, vicaire provincial, pour l'invitation. Tous mes frères dominicains qui sont ici, pour avoir préparé cette belle célébration. Les sœurs dominicaines, les collègues, les amis. Voilà. Je me sens très honoré d'être invité à donner une réponse à la lecture publique, à la leçon publique de frère Liboire. Je vais commencer par m'instituer très rapidement. Comme nous venons comme il vient de l'évoquer, cela fait 42 ans que je connais Liboire. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui me battent. Peut-être Emmanuel. Donc nous avons eu un long compagnonnage et c'est une grande joie pour moi d'être ici. Comme le temps est court, je vais en venir rapidement à vous donner ce qu'on appelle une réponse. Je préférerais dire un écho à cette belle leçon publique qui, je l'espère, sera disséminée et vous pourrez prendre le temps de la lire à elle. C'est une très belle leçon. Je voudrais commencer par à la suite des frères du Canada que nous avons entendus il y a quelques minutes, je voudrais brièvement, quitte à heurter sa modestie, c'est bon tout ça? Oui, oui. Tu vas faire les deux ou quoi? Non. C'est Je dis celui-là. Tout à fait bien. Oui. D'accord. Merci. Quitte à heurter la modestie du frère Liboire, contribuer très rapidement, avec mes mots à moi, à son éloge. Et comme ça a été dit, je parle en frère dominicain, sud-africain, mais d'origine belge. Et quelqu'un qui a participé à ce passé colonial que nous avons parlé, mais qui a aussi vécu les dernières années de l'apartheid. J'étais proche d'Albert Nolan, nous l'avons quitté il y a quelques semaines à peine et nous sommes toujours en deuil. Et l'Afrique du Sud est devenue mon pays. C'est un petit produit, voilà que je parle. L'implantation de l'ordre dominicain en Afrique subsaharienne est un phénomène toujours en cours. Et des frères comme Liboire sont remarquables à plusieurs titres. Quand je vois Liboire, il n'est pas le seul, il est vraiment un de ceux qui méritent le mieux d'être nommé dans ce cadre. Liboire est un frère qui a littéralement qui incarne, qui a développé l'identité dominicaine forte. Et ce n'est pas si fréquent. Pareil dans le monde aussi. Il incarne l'être dominicain de toutes sortes de façons et, je dirais, d'une façon harmonieuse, intégrée, sans dépendance, en ne copiant pas les autres, sans contre-dépendance, en n'attaquant pas les autres. Et c'est remarquable, parce que c'est ainsi que l'ordre se développe en Afrique. Et on l'a entendu dans la vraie biographie, depuis que je le connais, le début des années 80, il travaille sans relâche à la fondation de ce vicariat et aussi à l'interafricaine dominicaine. Je l'ai vu de mes yeux ces années 80. Deuxièmement, il est soucieux de façon très claire et très déterminée de l'avenir, de la transmission. Il l'a dit d'ailleurs, nous l'avons entendu. De même, ce n'est pas si fréquent. Quelqu'un qui consciemment pense déjà à l'avenir. Donc nous, comme frères dominicains, nous les sommes très reconnaissants. J'ajouterai, et cela a été dit ce matin, et je le répète, c'est un modèle de travailleur intellectuel, avec une bonne rigueur, critique. On l'a entendu dans la leçon publique, et je le dis vraiment très volontiers. Enfin, et c'est très central dans la vocation dominicaine que je la comprends moi-même,
il a non seulement un intellectuel en chambre, il a un pied dans le social. Et je ne prends que deux exemples, il y en a d'autres. Lors des terribles années, dans les années 90, dont tout le monde a souffert au Burundi et bien sûr au Rwanda et dans les pays voisins, il s'est trouvé en charge de l'orphelin de sa famille et il a assumé ses responsabilités. Ce qui est un modèle de chrétien, religieux, d'Église. Et puis, dans un autre domaine, il a tout simplement fondé une université. C'est pas tout le monde qui fonde une université, la cité de Moirot. C'est dire que l'Ivoire est à l'aise dans de nombreux domaines. Je reviens maintenant à la leçon. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que le temps passe. Je voudrais, comme je disais, faire un écho. Parce que je suis très en consonance avec ce que j'ai entendu. C'est un peu comme une musique à mes oreilles, ce que j'ai entendu. Sur certains points, je voudrais donner peut-être une opinion ou une réaction. D'abord, nous avons entendu un constat sur l'Afrique. Un constat sur l'Afrique aujourd'hui. Un constat pas tellement optimiste, mais avec des moments positifs quand même. Ce qui est intéressant chez l'Ivoire, et tous les intellectuels africains ne sont pas comme ça, il n'a pas des vues carrées sur les choses. Il reconnaît par exemple que dans le colonialisme, il y a des bons et des mauvais aspects. Dans la même ligne, il insiste sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a eu un passif colonial sur lequel je vais revenir dans un instant, que les dirigeants d'aujourd'hui et les acteurs sociaux d'aujourd'hui sont exonérés de responsabilité. Au contraire. Ce n'est pas parce qu'il y a eu du mal dans le passé qu'on va le répéter. Ou s'en servir comme excuse pour faire ce qu'on veut. C'est ce qu'il a dit. Tout le monde ne dit pas ça. Donc, l'Ivoire nous a fait un parcours sur l'Afrique en quelque sorte. Et pour reprendre brièvement, il me semble qu'il y a trois grands domaines qu'il a présentés, qu'il a décrits. Le premier, la question de la pauvreté, deuxièmement, la question de la gouvernance, et troisièmement, la question de la violence. Et effectivement, il faut le reconnaître, l'Afrique est une des régions du monde où ceux qui étaient déjà pauvres sont encore plus pauvres. J'en ai l'expérience directe en Afrique du Sud, car je suis un peu impliqué dans le travail social en Afrique du Sud, et on le voit, la pauvreté s'accroît, les infrastructures se dégradent. Je ne connais pas bien le Burundi, il y a quelques années que je n'y ai plus été, je vais plus souvent au Rwanda, mais c'est général. Il faut bien dire que c'est dans le monde entier qu'on observe ce phénomène, mais c'est plus grave en Afrique parce que, je dirais, les ressources au départ sont moins fortes. Donc on était déjà plus pauvre au départ d'un chemin de dégradation. L'Ivoire a parlé de cela. Il a parlé de la question démographique, du lien entre une population qui continue à croître et des ressources qui restent limitées. J'ajouterais pour ma part qu'il y a un lien entre développement et démographie. Les pays dits riches ou dits développés ont une démographie en baisse. Par exemple, l'Italie, l'Espagne, la Russie, etc. Donc les deux sont liés. Mais voilà, il nous a esquissé cette situation. La question de la gouvernance, et j'étais très heureux d'entendre ce qu'il disait parce qu'il faut sans cesse revenir sur la question de la gouvernance. J'appartiens à un pays qui a été l'espoir de l'Afrique pendant plusieurs années et malheureusement s'enfonce dans une sorte de malaise, de dépression à cause d'une nouvelle gouvernance, des gouvernants, des leaders, pas tous mais beaucoup corrompus. C'est la question du népotisme, du clientélisme, qui est un mal qui touche beaucoup de sociétés. Et comme sud-africain, vous avez peut-être entendu parler de Gupta Gate, un président qui vend littéralement le pays et des institutions de parastataux, etc., à des gangsters, des gens très peu scrupuleux, qui s'entourent de gangsters. C'est la gangstérisation du parti et du gouvernement. Nous avons vécu ça en Afrique du Sud. Voilà, c'est ce que je connais le mieux, mais c'est de ça que l'Ivoire a parlé comme défi. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il faut lire un livre récent d'un journaliste bien connu, Jacques Pau,
qui parle de Our Poisoned Land, notre pays empoisonné. Donc c'est important de faire ce constat. Et troisièmement, la violence. Alors là, vraiment, je ne sais pas qui je suis pour en parler, puisque ce pays et les pays voisins ont vécu une violence extrême il y a plus de 20 ans, qui malheureusement continue, notamment dans le Nord Kivu en ce moment même. Il faut aussi parler de la violence ordinaire qui, pour le coup, est très proche de nous en Afrique du Sud, avec une très haute criminalité, énorme, surtout depuis après Covid, ou des violences domestiques, et j'en passe. C'était important que l'Ivoire nous ait rappelé ce phénomène capital pour comprendre l'avenir de nos sociétés en Afrique ou ailleurs. J'en viens maintenant à la deuxième question, et puis voilà, la deuxième partie d'une série de 3, je ne vais pas être trop long. Je voudrais dire quelque chose sur la question de l'héritage colonial, parce que c'était à cœur, et l'Ivoire en a beaucoup parlé. Et comme je le disais, il en a parlé de façon, je dirais, comment dire, je n'allais pas dire modérée, mais équilibrée. Voilà, équilibrée, c'est le mot. Et en bref, je voudrais lui donner raison. De mon point de vue, je suis historien, il faut le savoir, c'est mon métier principal, d'enseigner de l'histoire et de faire de la recherche, même si j'ai d'autres activités. Et je dirais que même s'il y a des bons côtés dans la colonisation, il faut reconnaître qu'il y a vraiment des mauvais côtés. Et il est temps, aujourd'hui, qu'on fasse un bilan de cette époque coloniale. Ça commence à se faire, y compris en France. Certains résistent et continuent à exalter la période coloniale comme si c'était parfait. Mais je veux dire qu'il y a un mouvement de fond dans toutes les sociétés pour réévaluer la période coloniale, et je dirais que le travail depuis de nombreuses années, y compris sa thèse, avec le professeur Ladrienne de l'Ivoire, participe de cet audit, de cette évaluation de l'héritage colonial. Et autant il ne faut pas, comme il le disait, s'enfermer dans cette problématique pour refuser toute responsabilité, autant il est important de faire la lumière sur la période coloniale, et je suis un de ceux qui, comme historien, suis intéressé par cette tâche. Et pour faire court, il me semble que cet héritage colonial touche les sociétés aujourd'hui d'une triple manière. La première, c'est que le colonialisme, c'est fondamentalement une vision du monde inégalitaire. Il y a des pays, des cultures, des religions, le christianisme, dites avancées, et d'autres pas avancées, donc primitives, en retard, en recul. Il y a cette idée qu'il y a une échelle des êtres humains, avec certains au sommet, d'autres à mi-chemin et d'autres en bas. Et les Africains, en général, sont justement en bas. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie pré-darwinienne, qui habitait les explorateurs, les missionnaires. Un de mes collègues a fait l'éloge de la miserie, mais je crois que la miserie n'était quand même pas si nette que ça là-dessus. Les missionnaires étaient imprégnés de cette vision que j'appelle inégalitaire. Et le drame, et ça je voudrais peut-être suggérer comme un sujet de recherche ou de discussion, le drame c'est que les Africains eux-mêmes ont été influencés par cette vue du monde, une sorte de complexe d'infériorité, et ils ont assimilé le discours de ceux qui les opprimaient. Et il faut lire Frantz Fanon, Les damnés de la terre, pour comprendre ce mécanisme. On ne fera jamais assez attention à ce phénomène psychologique de reprendre le discours de celui qui nous fait du mal. Ce n'est pas que dans le domaine colonial d'ailleurs, dans le domaine domestique c'est pareil, il y a tellement de domaines de la vie sociale où ce phénomène se joue, mais voilà. Deuxièmement, j'en viens à la question de la culture africaine, qui était un thème important de la leçon publique de notre frère l'Ivoire, et je fais partie d'une société en Afrique du Sud où on travaille beaucoup la question de la culture africaine, et moi-même personnellement, parce que j'ai élevé des enfants, je suis de temps en temps invité à des rituels traditionnels, et d'une certaine manière ça se fait de façon plus visible pour rendre au Burundy, à mon avis, en Afrique du Sud. Donc c'est un thème qui nous tient, et j'en sais que dans une université on travaille beaucoup cela. Il me semble que ce qu'il faut dire, c'est que la difficulté, le défi de cette problématique, et je crois que l'Ivoire répond à ce défi, c'est que les Occidentaux, les missionnaires qui ont fait un travail anthropologique, prétendaient comprendre les Africains mieux qu'eux-mêmes.
Donc ils ont projeté une certaine image de l'Africain qui en fait était souvent à côté de la plage. Pas que à côté de la plage, ils ont fait un grand travail de collecte de données, de l'industrie, etc. Mais souvent, les missionnaires, les anthropologues, etc., ont déformé l'image de l'Africain et de l'Africaine. Et il faut faire un travail de déconstruction de cette production théorique sur la culture africaine. Et notre frère Ivoire est un de ceux qui fait justement ce travail, qui est très important, pour reprendre, pas à zéro, mais reprendre à la base le travail de compréhension, d'élaboration de la culture africaine d'une façon non simpliste, en entrant dans la complexité des, ce qu'on appelle en zoulou les amasikos, c'est-à-dire je ne sais pas comment dire, la culture, en quelque sorte. Je ne connais pas le mot en Kurodi, en Kinyarwanda, et j'utilise le mot zoulou. Donc, un premier passif colonial, c'est cette vision inégalitaire de l'humanité. Le deuxième, c'est cette dévalorisation et compréhension, parce qu'on est miscomprehension, compréhension fausse de la culture africaine, pas fausse, mais un peu tordue. Enfin, il y a la violence. Et Liboire a parlé de la violence, je l'ai parlé rapidement aussi. Il ne faut pas oublier tout le phénomène de la violence coloniale. C'était apparemment très altruiste, on vous donne une belle civilisation, mais attention, si vous ne rentrez pas dans le rond, on vous tire dessus. En Afrique du Sud, par exemple, en 1906, il y a ce qu'on appelle la rébellion Bambata, où des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, massacrées, au fusil. On les a massacrés parce qu'ils protestaient contre une nouvelle taxe. Quand même un petit peu acceptable. Donc, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, Liboire parlait de la transmission intergénérationnelle d'un certain nombre de problèmes. Il faut se demander si la violence qu'on vit aujourd'hui, ou que c'était il y a 20 ans ou 30 ans, n'est pas d'une certaine manière une continuité d'une autre violence qu'est la violence coloniale. Parce que c'est vrai que les choses se transforment, il faut savoir. Les critères moraux, les critères d'acceptabilité de la violence nous influencent. Enfin, et j'ai presque fini, je voudrais faire la dernière partie de la leçon publique, Liboire a terminé un peu plus vite. Je voudrais dire quelques mots maintenant sur et alors quoi maintenant, en anglais on dit the way forward. Que faut-il faire maintenant? Il a évoqué quelques pistes. Certes, je voudrais de mon côté vous proposer qu'il est important de faire ce que j'appelle un travail de mémoire. Le travail de mémoire, ce n'est pas que de l'histoire, ce n'est pas que regarder le passé, mais c'est de travailler une mémoire en partie douloureuse au cours des siècles. Travailler, comme on travaille une pâte, comme une mère fait un travail pour mettre au monde l'enfant. Je parle de ce type de travail de mémoire. Et je proposerais que, et c'est dans la ligne du Liboire, mais peut-être que j'accentue un peu plus certains aspects, 4 étapes, 4 moments de vérité sur le passé, le présent et ce qu'on peut dire de l'avenir. Et ça veut dire quoi? Regardez la réalité en face. Premièrement, c'est prendre en compte les souffrances et les traumatismes. Ne pas les escamoter, ne pas les nier, ne pas raconter des salades. Et quand il y a un traumatisme, il y a un traumatisme. Un traumatisme, c'est une blessure. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de célébrer les succès, mais aussi reconnaître, et Liboire parlait des valeurs, et je parle justement de ça, reconnaître les moments où il y a un gap, quand il y a une incohérence entre un discours sur des valeurs et une pratique qui va à l'inverse. C'est ce que Jésus dans les évangiles, quand il parlait des hypocrites, c'était ça. Quand on prétend quelque chose, on fait l'inverse. Donc il y a un travail de documentation de ces hypocrisies, de ces contradictions. Troisièmement, et j'ai vraiment presque fini, dans la suite, il faut créer des lieux de parole, à mon avis, dans tous les niveaux, y compris dans les églises, mais aussi dans la société, des lieux de parole où les différents partenaires
parlent entre eux, y compris les anciens acteurs coloniaux et les Africains. Alors, ce travail permettra de préciser le problème, d'éviter les discours globalisants, les fausses nouvelles, les fake news, et dire voilà, ça on peut dire ça s'est passé, ça on n'est pas sûr, ça s'est pas passé. C'est un travail que j'appelle en anglais narrow down, de préciser, et enfin, et c'est mon dernier mot, il faut passer à l'acte. Une fois qu'on a fait ce travail ensemble, voir comment on peut tâcher de vivre mieux et d'aller au-delà des traumatismes passés. Voilà. Where is the moderator? Merci beaucoup. Donc, je ne sais vraiment pas comment faire pour ce qui est de la gestion du temps. Mais pour ne pas créer des frustrations, est-ce qu'il y a une ou deux, maximum 3 réactions brèves, concises, auxquelles le frère Riboire va réagir de façon brève et concise aussi? Je te félicite avec ce bel habit dominicain. Et une chose en premier lieu, c'est que tous ceux qui sont ici, ils te connaissent avant tout comme un homme qui a des relations humaines d'une responsabilité, dans le sens d'une responsabilité rare. C'est un homme qui résout énormément de drames humains dans cette société de Bujumbura. Ça mérite qu'on applaudisse ça. Autre chose, personnellement, je pense que nous avons, toi et moi et les collègues, nous avons une responsabilité énorme envers ce pays. Ce pays a une mémoire abîmée. Ce pays a un imaginaire complètement abîmé. Nous ne pouvons pas partir sans laisser des possibilités d'amélioration. Donc nous devons travailler pour que l'imaginaire collectif, la mémoire collective soit un peu plus saine. La santé mémorielle est d'une importance capitale. Pour cela, il faut que tu sois libéré, mon cher Riboire. Tu as énormément de capacités, tu es trop exploité par cette société. Et par exemple, comme recteur de l'université de Moaro, faute d'autres recteurs, je juge que les gens de Moaro qui sont ici devraient tout faire, frapper à toutes les portes pour trouver de quoi payer un recteur qui te remplace. Et j'insiste beaucoup là-dessus et je termine. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Alexa Kimana, je suis médecin et ma présence ici, je la dois à ma belle famille, du maître Feu Lofigna Aster, qui était un grand ami d'enfance du père Riboire. Alors d'abord, j'ai 3 réactions. Ma première consiste d'abord à vous transmettre toutes nos félicitations au nom des enfants et des petits-enfants du maître Lofigna Aster. Je ne parlerai pas au nom de la matriarche puisqu'elle est là. Et ma sous-réaction pour cette première réaction est des remerciements. Des remerciements pour vos travaux, pour vos recherches et surtout pour nous avoir partagé toute cette richesse qu'on n'a pas toujours, comme vient de le dire le père Adrien, d'avoir la chance d'avoir dans notre pays comme mémoire. Mais aussi un remerciement à la communauté des frères dominicains qui ont pensé à vous rendre hommage, aux différents orateurs conférenciers de toute cette journée pour leurs recherches, leurs travaux et aussi pour nous avoir partagé tous ces savoirs et connaissances que jusque-là, certains d'entre nous ne savaient pas. Ma deuxième réaction consiste en des questions.
vous avez parlé des valeurs de l'Afrique en quête de paradis. Dans ce monde aujourd'hui, vous parlez de vérité implique prendre le risque d'être persécuté, ou le risque de s'unir. Quand je parle de s'unir, je parle de la valeur de l'unité, et prendre le risque de trahison. Dans ce monde aujourd'hui, où avoir les valeurs de l'Congo et prendre le risque de ne pas accepter, d'être rejeté, de ne pas être entendu. Comment concilier ces grandes valeurs? Je parle des trois. Comment concilier? Comment les garder? Et surtout, ce qui me préoccupe, parce que je ne suis pas seulement femme, je suis mère, et comme vous, j'ai vraiment ce souci de transmission. Parce que je m'estime avoir reçu beaucoup, mais parfois, dans le doute, dans ne pas savoir comment transmettre ces grandes valeurs. Ma deuxième question est, quand vous parlez de quête de paradis, aujourd'hui on a parlé des immigrations. Pour avoir passé quelques années à l'étranger, et pour avoir décidé de revenir, parce que ce pays me tient à cœur, ces valeurs me tiennent à cœur, et pour moi c'est mon paradis. Est-ce que je dois migrer pour pouvoir transmettre ces valeurs, pour être en sécurité, de savoir que les avoir transmis à mes enfants, ils pourront aussi les transmettre à leurs enfants, jusqu'à mon chemique. Et ma dernière question, pensez-vous que si ces valeurs sont établies dans notre pays, et quand je parle dans notre pays, d'abord dans nos familles, pensez-vous que ce paradis dont on est à la recherche pourrait être atteint? Ma troisième réaction est un cri SOS. Et je m'adresse à tous les conférenciers et aussi à toute personne qui se trouve ici, qui se dit avoir reçu quoi que ce soit de ce pays, de ces valeurs dont on parle ici ou d'ailleurs, qui font les valeurs de la vérité, ou bien ou au nom. Est-ce qu'on pourrait sortir de nos mouvements? Est-ce qu'on pourrait sortir de nos universités? Est-ce qu'on peut sortir de ces zones de confort pour essayer de transmettre? Parce que si vraiment on a le souci de transmettre, est-ce qu'on doit rester là où on est ou est-ce qu'on doit aller chercher notre vie? Merci. Beaucoup, frère Manuel, de m'accorder la parole. Je voudrais sincèrement remercier frère Dubois pour sa brillante communication publique. Je ne serai pas vraiment long. Je vais partir, n'est-ce pas, d'une considération d'un auteur que vous connaissez sans doute. C'est Georges Bernanos. Il disait que les pessimistes, je le paraphrase, les pessimistes sont des heureux de manière imbécile, et que les optimistes sont, n'est-ce pas, des heureux imbéciles. J'ai senti dans votre communication, je dirais, des aspects dialectiques d'un certain pessimisme et d'un certain optimisme. Parce que lorsque vous bossez, n'est-ce pas, la situation de l'Afrique dans un premier temps, c'est comme une sorte de réquisitoire, en fait, de l'Afrique. Vous avez beaucoup insisté, mais cela reste un peu matiné d'une lueur d'espoir, parce que par moments, on peut voir que l'Afrique a cette potentialité et qu'elle peut, n'est-ce pas, s'en sortir. Et cela ouvre la brèche sur ce que je peux appeler un certain
optimisme. Mais vous ne restez pas, en fait, partagé dans ces dialectiques pessimisme-optimisme, parce qu'à un certain moment, vous en sortez. Vous en sortez, et c'est ce que je peux dire, en quelque sorte, vous ouvrez la brèche d'une certaine espérance. Et cette espérance, vous essayez de la matérialiser avec ce que vous avez proposé, les valeurs africaines, comme la valeur de Ubuntu, de Bushinandai, et puis aussi le modèle de gouvernance de Botswana et l'économie solidaire. Et vous savez très bien, je vais encore peut-être paraphraser Bernanos, qui estime que le choix alternatif, en fait, au pessimisme et à l'optimisme, c'est bien évidemment l'espérance. L'espérance qui est toujours une victoire, mais en même temps qui est, n'est-ce pas, un risque. Le beau risque, comme disait, n'est-ce pas, un philosophe, je pense, Platon, le beau risque de nous proposer la valeur de Ubuntu, de nous proposer la valeur de Bushinandai, de nous proposer l'économie solidaire dans cette époque où bien évidemment nos économies sont tournées vers l'économie libérale, du lucre encore du profit. C'est un beau risque. Et c'est peut-être cela qui pourrait vous permettre de pouvoir davantage peaufiner votre souci de nous proposer le paradigme, donc n'est-ce pas, auquel nous en avons beaucoup parlé par moment, et par rapport, n'est-ce pas, à la valeur de Ubuntu. Comment, n'est-ce pas, on peut modéliser, n'est-ce pas, cette valeur pour lui trouver une certaine rationalité. Êtes-vous sûr vraiment que l'Afrique peut imposer l'économie solidaire, et ce n'est pas le risque que vous prenez. Ça ne sera pas le risque que vous prenez. De penser que l'Afrique peut proposer cette économie solidaire dans une époque, dans une actualité, dans une situation mondiale tournée résolument envers l'économie du marché. C'est madame, je ne vais pas retenir le nom, qui a posé une question, une série de questions qui vont. Le travail surtout qu'il fait les samedis. Le samedi, il organise des rencontres avec des gens intéressés, des chercheurs, etc. Il travaille les valeurs de notre culture. Et je pense qu'au fond, il faudrait que ce genre d'initiative fasse tache d'huile. Et il n'y a pas de recette miracle. Il faut que les gens qui ont les mêmes types de préoccupations essaient de se chercher, de se rencontrer, d'échanger des idées, d'échanger des expériences et de mettre en place des choses. Et je pense surtout aux parents, parce que de fait, on m'a dit qu'au Canada, par exemple, où il y a une grande communauté de Burundais, les parents s'organisent pour transmettre des valeurs burundaises à leurs enfants, notamment leur prendre le kirundi, etc. Je ne sais pas s'ils persévèrent, s'ils le font avec peu de détermination, mais c'est au bout de l'effort qu'on peut vraiment arriver à faire passer quelque chose. Et aussi au bout de l'organisation. Seul, on ne peut pas arriver à grand-chose. Mais si on a plusieurs groupes qui s'organisent autour du même intérêt, de la même préoccupation, certainement qu'on va trouver des solutions. Il y a même, quelqu'un pourrait nous en parler, il y en a même qui créent des, comment on appelle ça, au niveau de Facebook, etc., des groupes de discussion très, très positifs où ils essaient d'échanger sur ce genre de choses pour trouver une voie de transmission
des valeurs. Sinon, c'est une préoccupation de fait énorme pour nous tous. Et il y a même risque d'un hiatus entre les générations, du fait que on voit les jeunes évoluer à part de leur côté. Le phénomène d'Eligara. Le phénomène d'Eligara, c'est une espèce de développement séparé des jeunes. Les jeunes vont à part, discutent entre eux, parfois c'est bien, mais parfois aussi il y a des histoires de drogue et d'autres. Mais si on réussit à créer des groupes avec les moyens modernes de communication, je pense que ça peut être. Mais sinon, c'est une préoccupation de fait énorme. Les recettes, je ne sais pas s'il y en a qui les ont. Ouais. C'est ce que je répondrai. Et alors, le professeur Jean-Marie Katoubati pose la question de savoir s'il n'y a pas un risque à prendre avec l'économie solidaire par rapport à l'économie de marché telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et telle qu'elle est. Moi, je pense que il faut l'affronter. Et l'économie, c'est là du Bangladesh, quand il a lancé son affaire, d'aider les gens avec des petits crédits, certainement que l'économie du marché, d'ailleurs j'ai lu sur l'histoire, l'économie du marché a combattu très fort. Et à un moment donné, j'ai l'impression même qu'il a dû s'exiler à un moment, etc. Mais il est revenu à son idée. Et ça marchait et ça marche. Je crois qu'en Afrique, nous avons un capital énorme de fonds mobilisés par cette voie informelle qu'on ne peut pas négliger cette richesse-là. C'est une richesse absolument extraordinaire. Bon, moi je ne suis pas économiste, donc je ne sais même pas comment ça pourrait se faire, mais je pense que les chercheurs économistes devraient s'atteler à ça et organiser, peut-être, évidemment, il y a quelqu'un qui me disait que si ça passe dans le formel, ça va mourir. Ça va mourir. Mais je pense que les microfinances, quand même, sont passées dans le formel et ça marche. Ça marche encore et ça marche. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'il y a des risques. Je ne pense pas. Il faut plutôt oser. Il faut oser. C'est d'ailleurs dans la préoccupation de madame sur la transmission des valeurs. Il faut vraiment oser. Si vous sentez qu'il y a une préoccupation, il faut l'affronter et oser essayer des modèles, vous organiser avec les autres, etc. Et je pense que essayer d'être créatif. Voilà. C'est ce que je veux dire. Cette leçon Excellence Monseigneur Évariste Boyamri, archevêque émérite de l'archidiocèse de Bujumbura, révérends frères et sœurs de la famille de Mikel, du Rwanda et du Burundi, chers frères Ivoire, chers collègues du frère Ivoire, chers membres de la famille du frère Ivoire, chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir. Les Christ, on est presque à bout. Et je ne voudrais pas être long. Il m'a été demandé d'adresser des remerciements à notre frère. Je me demandais qu'est-ce que je peux dire après une si magistrale leçon. Mais je suis heureux de m'associer ce soir à la célébration du grade de maître en sacrée théologie de notre frère Ivoire Kakao.
avec tous les participants ici présents ou connectés à cet événement via Internet. J'ai la joie, au nom des dominicains du Rwanda et du Burundi, de t'adresser toutes mes félicitations, cher frère Noir, en ce jour très important de ton parcours en tant que frère prêcheur. Congratulations. Et par la même voie, je dis merci, grand merci à tous ceux qui ont pris la parole pour nous faire naviguer dans les méandres de la grande pensée, de la grande recherche de notre frère. Je dirais à vous aussi, congratulations, félicitations à vous aussi. Je donne mes remerciements à ceux qui ont déjà été exprimés de plusieurs manières depuis ce matin. Et je remercie d'emblée tous les participants d'avoir honoré notre frère Noir par votre présence physique ou via Internet, parce que sur Zoom, il y en a qui nous suivaient et qui nous suivent encore. Frère Noir, ceux qui ont pris la parole avant moi t'ont certainement rappelé le grand moment de ta carrière professorale depuis l'achèvement de ta thèse de doctorat en philosophie en 1988. Et dans cette perspective, je voudrais rappeler ce que tu as fait pour notre vicariat de Dominicain du Rwanda et du Burundi. Et de ta riche et longue expérience, on retient beaucoup de leçons. Je ne prétends pas évoquer ici, mais je vais simplement en mentionner 3. Et je terminerai par là. Merci de nous avoir appris qu'il faut toujours viser à vivre dans l'humanité. Nous le savons, tu y as fait allusion tout à l'heure. Notre environnement social, historique et culturel en Afrique baigne dans des identités diversifiées, conflictuelles, meurtrières, jusqu'au génocide même, à la tentation d'exclusion et de négation totale de l'autre. Ainsi, l'accueil et la valorisation des différences est l'une des valeurs que tu as promues dans le vicariat du Rwanda et du Burundi et en dehors. On le voit à travers les grandes responsabilités de leadership que tu as assumées au lendemain de ton ordination presbytérale, notamment la coordination des Dominicains en Afrique de 1976 à 1981 et le lancement de la collaboration interafricaine, IAOP, interafricaine dominicaine, qui s'est beaucoup développée par après et qui réunit aujourd'hui toutes les entités dominicaines d'Afrique. Merci de nous avoir appris aussi qu'un dominicain doit savoir bien penser et bien communiquer pour être en mesure de présenter une défense devant quiconque lui demande de rendre raison de l'espérance qui est en lui. Et je suis heureux d'être parmi les nombreux dominicains à qui tu as enseigné le cours de logique et la proclamation publique de la parole de Dieu. Et je me souviens qu'il y a une question de logique que tu n'as cessé de donner à l'examen et que tu l'as poussé même avant l'examen, et il y en a qui échoué. Aussi bien au séminaire qu'à l'université du Burundi, pour justement amener plusieurs générations d'étudiants à bien organiser leur raisonnement dans leurs travaux de recherche et leur mémoire. En agissant ainsi, frère Edouard, tu as appris aux frères étudiants dominicains que le travail assidu et bien fait est une manière de prendre au sérieux la mission qui nous est confiée, d'en comprendre l'urgence permanente, suivant ce cri du cœur attribué à notre fondateur Saint Dominique, que vont devenir les pécheurs. Enfin, merci de nous avoir appris à vivre l'obéissance sur le mode de l'écoute des événements et la disponibilité pour la mission. À des occasions de rencontres comme les assemblées générales, les chapitres, les réunions communautaires, tu nous as toujours dit qu'en plus de la planification stratégique pour la mission,
Il faut rester à l'écoute des événements tout en étant disponible à répondre à leurs appels. Dans le témoignage que tu nous as donné sur tes 50 ans de vie religieuse, on se rend compte effectivement que ton propre parcours au sein de l'ordre dominicain n'a pas été du tout un long fleuve tranquille. Et tu l'expliques en ces termes, je cite, « J'ai dû chaque fois obéir aux événements. Je dirais même que toutes mes étapes de vie dominicaine, je dirais même que de toutes mes étapes de vie dominicaine, peu ont correspondu à mes choix et même celles que j'ai choisies. Je ne les ai pas menées tout à fait comme je le souhaitais. Je ne prendrai comme exemple que cette dernière étape de ma vie où je me trouve. Dans mes plans, elle devait être un temps de synthèse de mes recherches et de repos studieux et spirituel pour me préparer à l'étape suivante que tout le monde connaît. Voici que je suis obligé de m'engager dans une lourde tâche de sauvetage d'une institution que j'ai contribué à créer, mais qui est en mauvaise posture, l'université de la fin de citation. Vieillissant et fortifié encore, comme dirait le psalmiste. Et de ce parcours de notre frère Liboire, nous apprenons que l'obéissance dominicaine est un acte hautement éthique et spirituel où s'affirme une conscience profonde et large à la hauteur de la soif de vérité du monde actuel. Cher frère Liboire, pour ta vie de don de soi, nous te disons encore merci et félicitations. Il y a un chant qui est en Rwanda qui dit comme c'était Watanier, poursuis ce que tu as choisi, poursuis la voie que tu as choisie, le Seigneur est avec toi. Permettez-moi, cher Auguste et Sainte Assemblée, de conclure mon discours en félicitant le prieur de Saint Badaquin, à Bujumbura, le frère Symphorien Ibadiribois, ici présent, et son équipe de frères et de chrétiens laïcs qui se sont donnés inlassablement pour organiser ce bel événement. Je ne peux pas mentionner tout le monde ici, mais où que vous soyez, sachez que nous vous remercions beaucoup pour votre précieuse contribution à cette belle journée d'hommage à notre frère Liboire. Seul Dieu peut vous récompenser correctement. Soyez abondamment bénis. Et je vous souhaite à toutes et à tous, conférenciers, invités et autres participants, de poursuivre cette fête avec joie. Bon week-end à tous, que Dieu vous bénisse, ce qu'il est Christ. Minutes pour la célébration eucharistique, dans 15 minutes. Il n'y a rien à préparer pour vous, sauf que la chorale va voir si elle peut s'arranger ici, ce qui demande la libération de cet espace ici, pour la chorale. Les autres, dans 15 minutes, je pense que le Seigneur va nous guider dans une procession de prêtres qui viennent célébrer avec nous.